Bien, comme je parle en dernier, il y a un certain nombre de choses qui ont été dites dès l'introduction ce matin. Donc il y en a que je pourrais couper, mais il y en a d'autres où je suis content de noter qu'on pourra souligner précisément les parallèles qu'il y a entre nos différents champs, puisque c'est précisément le but de ces rencontres. Je vais donc parler vous le voyez, des écritures extrêmes, comme je les ai appelées, l'illisible latin aux limites de l'œil et de la main. Comme l'a dit Judith déjà, parler d'illisibilité suppose de réfléchir tout d'abord sur ce qu'est la lisibilité, sur ses limites incertaines et évidemment subjectives, qui posent d'abord les questions de compétences, à la fois des compétences des lecteurs de l'époque et de nos propres compétences. Qu'est-ce qui nous paraît lisible ou illisible en fonction de ce que nous-mêmes avons l'habitude de lire. De ce point de vue, un exercice comme celui d'aujourd'hui est un peu une gageure aussi, puisque ce qui est lisible ou illisible pour l'orateur n'est pas la même chose que pour le public. Moi, j'avoue que j'ai du mal à distinguer du vietnamien lisible du vietnamien illisible. Donc, ce qu'on a entendu était très éclairant. Et je vois que dans différents champs aussi, dans différents domaines, les degrés de déformation de l'écriture sont quand même atteignent des degrés très divers. Dans les écritures hébraïques, par exemple, où il y a un grand respect de la forme de la lettre, effectivement, on n'atteint pas les degrés de déformation qu'on peut connaître dans les papyrus grecs ou dans ce que je vais vous montrer moi-même par la suite. Il n'est pas évident non plus de savoir pour nous ce qui était considéré comme le plus évident, le plus familier dans les temps anciens. Les écritures communes romaines, qui peuvent nous paraître épouvantables à première vue, étaient certainement l'écriture la plus familière à beaucoup de lecteurs de l'époque. Et on le voit en particulier quand un graveur lapidaire se trompe ou hésite dans la forme des lettres et injecte des formes appartenant à la cursive dans des écritures qui devraient être plus formelles. Les questions de lisibilité, on a cherché à les objectiver, alors en particulier dans le travail des typographes du XXe siècle. Qu'est-ce qui est objectivement ou subjectivement lisible ? Il y a eu des expériences scientifiques, il y a eu des proclamations dogmatiques, enfin idéologiques, qui ont fait beaucoup discuter, en particulier celle de Zuzana Liczko dans les années 80. Ce qu'on lit le mieux, c'est ce qu'on a l'habitude de lire, qui a fait beaucoup discuter. Et la typographie contemporaine a aussi cherché à jouer avec les limites de la lisibilité. Nous avons sans doute aujourd'hui une capacité à lire des écritures dans des formes extrêmement diverses, plus grandes qu'à aucune autre époque. C'est vrai aussi bien donc de la création typographique que de l'indiscipline de nos propres écritures manuscrites, qui nous oblige à réussir à lire des écritures qui, dans 5 siècles, sans doute, paraîtront beaucoup plus difficiles que n'importe quelle cursive mérovingienne, parce que nos écritures sont beaucoup moins disciplinées. Ça, c'est une écriture d'une étudiante à moi. C'est un texte du Xe siècle, voilà, dans une écriture du XXIe. Ce qui le rend doublement difficile. C'est en latin médiéval. Pardon ? Tu corriges ce genre de choses ? Oui, là où c'est souligné, c'est là où j'ai corrigé, donc elle a assez bien transcrit. Oui. Et donc, nous sommes habitués à lire des écritures à travers les écritures très diverses que nous les lisons sur la base d'une identité des lettres qui, elle, en revanche, est relativement stable, qui repose en gros sur les 2 écritures que nous avons apprises à l'école, l'écriture d'imprimerie capitale et minuscule, et notre écriture cursive, également majuscule et minuscule. Dans le passé, au contraire, les formes qu'on peut considérer comme les formes de base de l'identité des lettres sont potentiellement beaucoup plus variées. Ça dépend des époques. En particulier au Moyen-Âge, il y a toute une typologie d'écriture beaucoup plus diverse, à partir desquelles on peut construire des variations. Se pose évidemment la question d'un contexte socio-culturel extrêmement différent du nôtre, de sociétés partiellement, parfois minimement lettrées, dans lesquelles, pour la majorité en général, ce qui est écrit est illisible par définition. Sociétés dans lesquelles il y a donc des spécialistes plus ou moins spécialisés dans l'écriture et la lecture. Et c'est donc autour de ces questions de compétences que se posent les questions, enfin la définition de ce qu'on peut appeler. Alors, on a interprété aussi assez largement aujourd'hui le terme de volontairement illisible. Il y a des écritures qui sont accidentellement illisibles, dont on a parlé aussi, mais c'est accidentel, mais on les utilise quand même, et à partir de là, ça devient volontaire. Et j'utiliserai volontiers pour ma part le terme de sciemment illisible, c'est-à-dire une écriture dont on sait qu'elle est illisible, mais qui peut servir quand même.
Et dans ces écritures sciemment illisibles, il y a quelque chose qui a très souvent, pour une grande partie de l'histoire de l'écriture latine, à voir avec l'autorité. Avec, paradoxalement, une écriture qui a d'autant plus d'autorité qu'elle est plus illisible. Il y a là, me semble-t-il, on peut faire des considérations psychologiques sommaires, si vous voulez, une manière d'imposer la puissance de l'écriture aussi bien à ceux qui savent lire, une imposition, je dirais presque parfois une humiliation, dans l'impossibilité de lire, et tous ceux qui enseignent la paléographie ici savent, comme les élèves sont embarrassés quand ils n'arrivent pas à lire. Il y a là quelque chose qui s'impose à ceux qui savent lire, comme l'illisible total s'impose à ceux qui ne savent pas lire du tout. Voilà. Et ce qui est inapprochable et incompréhensible a à voir très souvent avec la divinité. Alors je laisse de côté un sujet qui m'intéresse beaucoup, qui est celui de l'illisible par incompétence, et qui est un sujet pourtant intéressant parce qu'il y a des cas notamment d'artisans qui copient mal les modèles qu'on leur a donnés, ils réalisent des inscriptions totalement illisibles par accident, et malgré tout, ces inscriptions sont mises en place. Si vous voulez, je vous en montrerai une ou deux à la fin, s'il reste du temps. Mais ce sont des cas intéressants sur l'interaction entre celui qui sait écrire et lire et celui qui ne sait pas. Alors j'ai parlé d'extrême parce que je pense en termes d'une image que vous vous rappelez peut-être de la fois précédente, d'une organisation du champ de l'écriture disposée en fonction d'un axe de la formalité, donc il va des écritures les plus informelles, les plus négligées, les plus rapides, etc., aux plus formelles qui sont les écritures dessinées, épigraphiques, avec tout un champ entre les deux d'écritures qui sont lisibles, optimalement lisibles et qui sont en général très souvent des écritures de livres. Et donc ce champ s'organise en fonction de tensions différentes, me semble-t-il. Une tension d'abord entre écriture et lecture, qui est une tension entre l'effort qu'est prêt à consentir le scribe et l'effort qu'il va demander à son lecteur. De ce point de vue, entre en jeu, entre autres, le nombre de destinataires potentiels du texte. Et donc entre un document qui est destiné à la lecture par les scribes qui travaillent dans un bureau, ou un livre qui est destiné à circuler et dans une large aire géographique, évidemment, les exigences de lisibilité ne sont pas les mêmes. Il y a donc là, entre autres, une différence qui, dans une certaine mesure, oppose la production des livres à celle des documents. Deuxième tension, la tension entre le lire et le voir. On sait que d'un point de vue cognitif, ce sont deux opérations tout à fait distinctes et qui pratiquement sont impossibles à réaliser en même temps. C'est un peu comme le lapin-canard de Wittgenstein. On peut voir le lapin ou le canard. On peut difficilement à la fois lire une écriture et l'observer. Et ce que les paléographes font et enseignent, donc, c'est d'obliger leurs étudiants à regarder les écritures au lieu de simplement apprendre à les lire. Il y a dans la dimension du voir, une dimension qui a à voir avec, qui s'exprime par des moyens très divers, par l'ornementation, ajoutée à une écriture par ailleurs normale, disons, des effets de stylisation, et tous ces effets contribuent à une connotation de l'écriture qu'on peut parfois interpréter en termes, dirait-on aujourd'hui, d'identité graphique, avec des écritures qui sont propres à une institution, à une nation, à un pouvoir, et on en verra des exemples très caractéristiques. Ça a à voir aussi, évidemment, avec l'authenticité. On a vu, déjà, cette question a été abordée. L'écriture difficilement lisible et difficilement imitable est aussi un critère de vérification de l'authenticité. Troisième dimension dont on peut parler, c'est la dimension temporelle, diachronique, c'est-à-dire l'évolution de l'écriture dans le temps, qui fait que certaines écritures qui sont parfaitement communes et lisibles à un moment donné deviennent illisibles. Si on continue à les utiliser à ce moment-là, il y a une intention d'illisibilité, et qui souvent s'accompagne d'une ultérieure stylisation, qui accentue encore l'illisibilité. Une distinction essentielle, alors aussi quand il s'agit de décider ce qui est lisible ou non, ça aussi il en était un peu question déjà, c'est la connaissance préalable que le lecteur peut avoir du contenu. Qu'il s'agisse d'un acte dont le formulaire est récurrent ou qu'il s'agisse d'un texte sacré, du psautier que le petit moine connaît par cœur, et qu'il peut lire donc même s'il est écrit en note tyronienne. Et donc ça va de la reconnaissance de ce qu'on connaît au déchiffrement de ce qu'on ne connaît pas, et qui est imposé par l'illisible. Donc je vais parcourir quelques exemples dans un ordre grossièrement chronologique, en partant
de l'Antiquité. Donc cette écriture vers laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure, cette écriture cursive qui effraie les étudiants de paléographie le premier jour, mais qui était certainement une écriture très familière à beaucoup de lecteurs romains, ou bien dans un autre genre et sur un support qui était au moins aussi familier que le papyrus, les tablettes de cire, ici les tablettes de cire de Jocondus, le célèbre banquier, dont on peut se demander, et ça c'est l'état des sources qui nous contraint, on peut se demander dans quelle mesure certaines de ces écritures, qui ont quand même des formes différentes, sont des écritures professionnellement plus ou moins spécialisées. Dans les papyrus qu'on conserve, beaucoup viennent du cadre militaire, les tablettes de Vindolanda aussi, les tablettes de bois. Ici, on a une écriture qui se présente dans une forme, malgré tout, semblable, celle de ces tablettes romaines, mais l'exiguïté, disons, des corpus rend difficile l'appréciation d'un style ou d'une technique qu'il faudrait distinguer plus finement entre des professions différentes. Et j'aborde la question puisqu'on verra plus tard des exemples d'écriture qui ont vraiment des connotations professionnelles. Je passe sur d'autres exemples qui seraient intéressants à comparer avec certains exemples dont il a été question ce matin, en particulier les inscriptions, les dipinti sur amphores latins sont extrêmement intéressants aussi. Il y a vraiment des écritures professionnelles à peu près illisibles pour qui n'y est pas habitué. Alors, ce qu'on constate dès avant, enfin, là on est au fin 2e, début 3e siècle, dans une période où cette ancienne écriture commune, ancienne cursive est encore couramment pratiquée, ce sont de rares exemples de stylisation très marquée, non seulement dans le sens d'une cursivité accentuée avec beaucoup de ligatures, etc., mais dans le sens aussi d'un allongement qu'on a retrouvé dans beaucoup de stylisations. Et ici, c'est typiquement un exercice calligraphique, puisque c'est un manuscrit peu connu qui est conservé à la Sorbonne, et c'est le même texte répété 4 fois, donc c'est vraiment un exercice d'écriture, dans un style d'écriture qu'on pourrait imaginer être une écriture de chancellerie. Je ne sais pas à quel niveau elle se situerait dans l'organigramme de l'Empire romain, mais c'est quelque chose qui a tout à fait l'air d'une écriture à usage officiel. Le texte, lui, est assez sibyllin, difficile d'en tirer grand-chose sur le cadre d'emploi, disons, de ce genre d'écriture. Et c'est donc dans cette même filiation, en tout cas, qu'il faut placer ce qu'on appelle les literae caelestes, dont il a été question, ces lettres à usage exclusif de la chancellerie impériale au terme d'une disposition de 367 de Valence et Valentinien, qui en interdit l'usage au bureau autre que la chancellerie impériale. Et on reconnaît ici donc à la fois cet allongement et puis une écriture qui, au IVe siècle, est déjà totalement archaïque, et donc, en principe, peut-on penser, illisible pour le commun des mortels. À côté de cette écriture, celle-ci qu'on a vu passer tout à l'heure, qui est celle qu'on appelle la mystérieuse grande écriture, la grande écriture mystérieuse, qu'on trouve dans des papyrus des 5e et 6e siècles, et qui est différente des literae celestes. D'ailleurs, ce n'est pas dans le cadre de la chancellerie impériale. Ici, ce sont des digestats municipaux, et le style est différent. Et par ailleurs, vous aurez noté que l'acte impérial qu'on vient de voir, il existe 3 papyrus où on voit ce type d'écriture. C'est l'ensemble de l'acte qui est dans cette écriture. Ici, c'est uniquement la première ligne qui est mise en valeur et en même temps totalement occultée à la lecture, mais contenant un formulaire totalement en partie prévisible. Et le principe même de cette première ligne mise en valeur est quelque chose qu'on va retrouver de manière récurrente ensuite. Voilà, un autre exemple, ça c'était du 5e siècle, ça du 6e. Je passe, ici un facsimilé du même qui permet d'en voir un peu plus clairement, un bout un peu plus étendu. Et cette écriture donc, est restée totalement indéchiffrée jusqu'au milieu du XXe siècle, quand en 1952, Jan-Olof Tjeder a réussi à en percer les mystères et a montré précisément la filiation de cette écriture, l'origine de cette écriture dans la cursive ancienne. Donc voilà les premières lettres de l'alphabet. Alors, ce qui est intéressant ensuite, c'est la filiation de ces types d'écriture dans les écritures du Haut Moyen-Âge et en partie au-delà, avec une filiation qui finalement rompt avec les literae caelestes en tant que telles, mais qui prolonge les imitations qui en ont été faites dans les administrations provinciales,
dont il nous reste extrêmement peu d'exemples. Et ici, un célèbre papyrus, donc papyrus Butini, qui a été daté du VIe siècle, dans lequel on trouve une écriture qui morphologiquement appartient à la cursive nouvelle, celle qui s'est imposée à partir du IIIe siècle, mais qui imite les caractères stylistiques de l'écriture de chancellerie impériale. Donc allongement, et allongement particulier de la première ligne, mais dont la morphologie appartient bien à la cursive nouvelle et non pas ancienne. Vous notez en passant les bene valete dont on a parlé tout à l'heure, ici et là, bene vale, donc des souscriptions, non pas avec le nom, mais avec une forme de salutation. Et quand on en arrive donc à la production des rois francs, des rois mérovingiens, on a des exemples qui sont dans le droit fil de cette production romaine. Les rois mérovingiens s'inscrivent dans la filiation politique et juridique de l'Empire romain. Et alors ici, un facsimilé d'un acte de Dagobert, dont il a été question déjà. Il y a ici une écriture qui, différemment de la plupart de ces écritures allongées de première ligne d'actes mérovingiens, m'amène à me demander si on n'a pas même une imitation plutôt de la grande écriture mystérieuse. C'est quelque chose de beaucoup plus arrondi et tortillé. On peut en discuter, mais c'est morphologiquement tout à fait différent de ce qu'on a dans d'autres actes mérovingiens. Et en particulier, voilà, ce qu'on voit plus habituellement, c'est ce genre de choses, avec des lettres extrêmement étirées, de plus en plus étirées à mesure que les siècles vont passer. Dans le domaine de la production diplomatique, c'est là qu'on a la plus grande continuité. C'est quelque chose, c'est une vérité qui s'applique à une grande partie de l'histoire de l'écriture latine. On a un conservatisme dans le cadre diplomatique, dans le cadre administratif, le cadre des chancelleries, de la justice et plus tard des notaires, un conservatisme qui justement souligne la connotation d'autorité de ces écritures. On n'en change pas impunément, c'est la forme de cette écriture qui dans le temps impose la forme visuelle de ces actes comme garantie de leur valeur juridique. Et on voit que, alors au IXe siècle, dans les actes carolingiens, on a un maintien pendant un certain temps du modèle de l'écriture mérovingienne, hérité de l'Empire romain, mais que rapidement, alors que l'écriture des livres, elle, a basculé vers une écriture tout à fait différente et très, très lisible, alors à tout point de vue, la minuscule caroline, on voit qu'au bout d'un siècle, ce genre d'écriture devient franchement difficile à lire pour ceux qui ont besoin d'utiliser ces actes. Et on a ici alors on ne voit pas très bien, agrandir un peu, on a ici déjà une transcription interlinéaire de l'acte dans une écriture qui peut être postérieure d'un siècle, et qui montre à quel point cette écriture est devenue difficile à lire. Et cette écriture, parallèlement, dès le IXe siècle, décline au profit d'une écriture qui sera de plus en plus celle des livres, déguisée, rhabillée à la mode diplomatique, par l'utilisation d'ornements surajoutés sur les lettres. Donc simplement deux aperçus d'actes postérieurs. Alors ici, non pas un acte royal, enfin c'est un acte comtal, mais qui a été validé ensuite par l'empereur au passage. Mais en tout cas, on retrouve la première ligne, alors de plus en plus étirée, ici extrêmement étirée, totalement illisible. Et ici, ce n'est pas du formulaire, c'est un préambule très fleuri, donc il faut vraiment s'accrocher pour arriver à le lire. Parfois, les scribes eux-mêmes n'arrivent pas, se trompent en écrivant parce qu'ils ne voient pas bien ce qu'ils font, donc il y a des corrections interlinéaires. Et vous notez en passant, on y reviendra, que les souscriptions, ici le monogramme et le signum, la mention qui encadre le monogramme et la reconnaissance du chancelier à côté, sont dans des écritures qui sont mises en valeur au même titre que la première ligne du texte. Et donc là, la souscription est également allongée, agrandie. Là, un exemple plus tardif, 1135, un diplôme impérial, dans lequel on voit la continuité de ce genre de système. Et en même temps, on voit ce que je viens de dire à l'instant sur l'écriture du texte lui-même, qui est une écriture livresque avec des antennes de télévision ornementales, mais qui ne nuisent pas à la lisibilité. Il y a vraiment deux plans, le plan du texte et le plan de la décoration, qui sont clairement séparés. Alors, deuxième séquence, puisqu'ici, on a, en fait, après le XIIe, après, déjà largement, à partir du IXe, Xe, XIe siècle, pratiquement, cette illisibilité des écritures d'autorité disparaît dans le domaine documentaire. Et parallèlement, curieusement, on a le développement d'efforts d'illisibilité très voyants dans le domaine livresque. Et ici, il s'agit
dès le départ, de mettre en valeur le texte sacré, la parole divine, par quelque chose qui est aussi un seuil du texte, hein, comme la première ligne était le seuil des actes. C'est la première page qui est mise en valeur de cette manière-là, avec un décor qui glorifie la parole inscrite et qui en même temps en complique sacrément, si j'ose dire, la lecture. Avec quelque chose qui était extrêmement dessiné, extrêmement soigné, et qui en même temps brouille visuellement l'image de la page par la succession d'écritures de types différents, par la commixtion totale, hein, de l'écriture et du décor. Et de ces pages décoratives, hein, qui sont typiques notamment de la production insulaire, donc anglo-irlandaise, hein, ici l'évangéliaire de Lindisfarne, célébrissime. C'est là l'origine, hein, d'un filon qui va perdurer largement dans les 5 siècles suivants. À travers des changements notables, puisque dans la période carolingienne, on a la reprise de principes de hiérarchisation comme ça très fort de la page, mais dans une mise en page, dans un dessin beaucoup plus clair, hein, beaucoup plus ordonné, où les lettres elles-mêmes ne sont pas déformées en particulier, hein, pour s'adapter à cette volonté ornementale. Et c'est seulement plus tard, alors ici on est à la toute fin du Xe siècle, hein, qu'on voit des efforts d'illisibilité comparables sur le continent, mais atteints aussi par des moyens variés, hein, et différents de ce qu'on vient de voir. Ici, c'est une écriture qui est... alors c'est un livre de Péricope de la fin du Xe siècle, dans lequel cette première page a une écriture modérément ornée, mais dont le brouillage est assuré par l'immersion dans le décor. Hein, donc un jeu entre ici l'écriture et la peinture, hein, qui arrive à des résultats tout à fait différents. Parmi les plus spectaculaires de ces brouillages par la peinture figurent cette page et bien d'autres, hein, d'un artiste qui s'appelle Savallo, hein, dont il y a plusieurs manuscrits à Valenciennes. Ceci donc au XIIe siècle. Et vous voyez donc la lettre initiale, on est dans le troisième quart du XIIe siècle, avec la lettre initiale qui est un A, représentée par cette construction de dragon, et puis ensuite DAM, hein, dans le nom d'Adam, dépecé et inséré ainsi dans ses rinceaux. Alors, d'une autre manière, on a un brouillage de l'écriture assuré au sein de l'écriture elle-même par le mélange des types d'écriture qui étaient utilisés dans cette structure hiérarchique des manuscrits carolingiens. Donc on mélange les capitales, les onciales et, si nécessaire, quelques minuscules. Et en plus, on multiplie les jeux de lettres, hein, ce que les épigraphistes appellent des enclavements, des conjonctions et des entrelacements. Donc c'est ce qu'on voit en particulier ici, hein, dans ces lettres qui sont dans un ordre où on arrive à les lire, hein, mais qui ralentissent sérieusement la lecture. Et toujours la grande initiale, hein, qui devient en même temps un décor. Ce genre de brouillage, on le retrouve aussi bien dans les inscriptions. Alors ici, c'est un cas particulièrement spectaculaire, mais qui montre des phénomènes qui sont largement répandus. Dans les inscriptions lapidaires, donc ici une inscription funéraire du Midi toulousain, de Saint-Gaudens, du XIIe siècle, dans laquelle on a un traitement de l'écriture qui, moi, me fait presque penser à une sorte de pseudo-coufique latin, hein, où l'écriture devient une sorte de surface ornementale, qui peut aussi se lire. Hein, les lettres sont dans un ordre qui, si on y va lentement, ne pose pas de problème majeur, mais qui est en même temps donc un jeu d'écriture, un poème, comment disait-on tout à l'heure, un poème graphique, enfin voilà, un calligramme, si vous voulez, hein, du XIIe siècle. La période suivante, alors, voit un phénomène tout à fait intéressant parce qu'il s'opère, peut-on dire, en sens inverse. C'est avec la fin de ces écritures d'apparat typiques de l'époque romane, l'apparition de mises en page et de formes de lettres tout à fait différentes à l'époque gothique, et l'apparition en particulier d'une écriture d'un type nouveau, qui est pratiquement le dernier type d'écriture créé au Moyen-Âge, comme vrai type complet, qui est ce qu'on appelle la majuscule gothique, qui est une écriture qui, au départ, n'est pas vraiment une écriture, qui est constituée essentiellement d'initiales qui sont utilisées pour baliser la page, hein,
et dont la caractéristique principale est de constituer toutes les lettres sur un module uniforme, qui est en gros un rond inscrit dans un carré. C'est la première écriture que les typographes aujourd'hui appelleraient monospace, c'est-à-dire comme sur une machine à écrire, toutes les lettres ont la même largeur. Un I est aussi large qu'un M. Et donc, ça fonctionne très bien en balisage de la page, ça structure le texte pour l'œil, et à la limite, l'identification de la lettre elle-même est relativement secondaire. Et ces lettres se ressemblent beaucoup les unes aux autres. Ce sont, comme je dis, des ronds dans des carrés, des formes très fermées, qui font qu'entre un O, un E, un M, etc., on a toujours un rond dans un carré traversé par une barre ou pas. Et donc voilà une page structurée dans un traité médical parisien autour de 1285, une page où on voit à la fois ces initiales et puis déjà l'utilisation de la même écriture comme écriture d'apparat. Donc dans deux petits blocs de texte qui sont en effet plutôt plus difficiles à lire que ce qu'on aurait en capitale ou en onciale dans des manuscrits plus anciens. Voilà l'illustration de la réduction au carré de toute cette écriture. Ici c'est un alphabet, donc on ne se pose pas la question de la lisibilité. On se la pose beaucoup plus dans un manuscrit comme celui-ci du XIVe siècle, dans lequel il y a effectivement un texte, mais un texte constitué entièrement d'initiales et d'initiales décorées en plus, qui en fait une espèce de surface miroitante, où le texte, de la même façon, se lit parfaitement si on prend son temps, mais ça n'est pas lisible au sens premier. De ce point de vue, d'ailleurs, je fais un aparté, le terme qu'a utilisé Judith de confort de lecture est intéressant parce qu'il rejoint précisément une notion propre aux typographes d'aujourd'hui, qui distingue, alors on a traduit ça par confort de lecture en français, c'est ce qu'on distingue en anglais sous les termes de legibility et readability. Legibility, la lisibilité au sens propre, c'est la capacité de distinguer les différentes lettres, qu'un A ne ressemble pas à un B. Et readability, c'est le confort de lecture, c'est ce qui fait qu'on peut lire des pages et des pages sans se fatiguer et que le texte va directement au cerveau sans brouillage visuel. Voilà. Ici, on a quelque chose de parfaitement legible, mais de pas du tout readable. Enfin, parfaitement legible, même ça se discute. Et donc, voilà, on a une écriture qui est illisible parce qu'elle a parcouru le chemin inverse de ce qui s'était toujours passé avant, où on prenait la capitale, l'onciale, la demi-onciale, qui sont des écritures qui sont faites pour être lues, et on les dépeçait pour en faire des initiales, ce qui n'était pas prévu dans le monde romain. C'est une invention des Carolingiens de redistribuer comme ça les formes héritées de Rome. Et ici, on a l'inverse, on a des initiales nées comme telles, qui deviennent une écriture. Troisième séquence qui nous ramène en fait au point où nous en étions à la fin de la première, c'est le prolongement hors du domaine franc auquel on a regardé surtout des derniers feux de la cursive romaine tardive, j'en ai parlé un peu ce matin au cours des questions, c'est le maintien d'écritures extrêmement stylisées et issues de ce filon, mais du filon de la nouvelle écriture commune romaine, post-IIIe siècle, en particulier dans beaucoup de documents italiens et surtout dans cette forme extrêmement stylisée à la chancellerie pontificale. Donc ça, c'est l'écriture des bulles pontificales. Ici, c'est Jean VIII, donc au IXe siècle, en 876 précisément. Et donc ça, c'est une écriture, j'en montre seulement un exemple, mais c'est une écriture qui a perduré avec des modifications pratiquement jusqu'au début du XIIe siècle, quand elle a été abandonnée, au profit d'écritures plus généralement utilisées en Europe, mais c'est une écriture pour laquelle on a des attestations explicites d'illisibilité. Il y a un procès dans les Ardennes au XIe siècle où quelqu'un a produit une bulle pontificale, tout le monde se penche dessus, dit qu'est-ce que c'est que ça? C'est illisible, ça doit être un faux. Et alors on réunit une commission de paléographes improvisés qui s'acharnent à déchiffrer ce document. Et donc c'est un exemple rare pour le Moyen-Âge d'un lecteur qui se heurte explicitement à l'illisibilité. Alors, à partir du XIIe siècle, au contraire, les bulles pontificales, toute la production de la chancellerie des papes est un modèle de lisibilité, au contraire, qui rend d'autant plus curieux et paradoxal le développement qu'on rencontre à partir du XVIe siècle. Au XVIe siècle, on a une écriture, au milieu du XVIe, à 1560, une écriture des bulles qui est une écriture gothique, relativement lourde, mais bien formée et lisible, et qui, sous le poids, sans doute, sous la pression de la production très intense de documents, tend à évoluer rapidement vers des formes de plus en plus déconnectées, fragmentées, avec une disparition pratiquement des déliés au profit des pleins,
Et là, on est en 1564, on a une bulle pontificale. C'est une écriture qui, d'après Cresci, qui a produit la planche qu'on a vue juste avant, est une écriture qui s'écrit très vite, ce qui n'est pas forcément ce qu'on penserait en voyant une écriture qui a une apparence aussi lourde et formelle. Et cette vitesse, certainement, contribue à expliquer l'évolution de cette écriture sur 3 siècles. Au XVIIIe siècle, 1712, on en est là. Et dans le dernier siècle d'utilisation de cette écriture, la chancellerie pontificale expédiait les bulles accompagnées d'une transcription. Donc là, on a un exemple absolument unique dans l'histoire de l'écriture de dissociation totale entre la fonction communicative et la fonction représentative de l'écriture, entre l'identité graphique et le message. Et le dernier exemple, là c'est 1804-1805, c'est un exemple qui est conservé à Chicago, à la bibliothèque Newberry, où il est catalogué comme motif décoratif italien. Voilà. On n'a même pas vu que c'était de l'écriture. Et donc, effectivement, c'est une bulle dont il manque tout le milieu, c'est une bulle sous forme de cahier. On a la première et la dernière page. Et donc ici, au début, on lit Pius Episcopus, Servus Servorum Dei. Donc ces espèces de choux-fleurs autour font partie aussi de l'écriture. Ça, c'est le P initial qui est ici. Et à la fin, donc les souscriptions. Ici, d'un peu plus près, voilà la forme qu'a prise l'écriture du texte, la minuscule, qui s'éloigne de plus en plus d'une structure gothique traditionnelle. Et donc ça, j'ai montré ça aussi parce que vous vous rappelez peut-être que l'idée d'une journée sur l'illisible est apparue à la fin de la journée précédente, en partie à cause d'un certain nombre de choses que j'avais montrées, où on m'a demandé, mais est-ce que c'est illisible exprès ou non? Donc ça a soulevé la question. Et donc celui-ci, je le repasse rapidement, parce que je crois que je l'ai déjà passé la dernière fois aussi, c'est pour montrer comment il y a des phénomènes analogues à ce qui se passe à Rome, dans d'autres domaines, et en particulier en Angleterre, où une série d'institutions centrales ont chacune sa propre écriture. Et donc en voici une, encore une fois, une espèce de gothique caricaturale, extrêmement lourde et calligraphique, qui a été utilisée jusqu'au XVIIIe siècle. Ici, c'est un exemple de 1695, donné dans un livre de modèle d'écriture, pour quelqu'un qui veut apprendre ça, pour aller travailler dans ce genre d'institution. Dernière chose, avant-dernière, les développements, j'ai encore le temps, les développements de la cursivité dans la dernière période. Donc l'époque moderne, on n'ira pas jusqu'à l'époque contemporaine, on l'a entrevu au début. Je passe à pieds joints sur la période du Moyen-Âge central et final, terminal, du point de vue des écritures livresques, qui, du point de vue de la lisibilité, pourtant posent de sérieux problèmes, et d'autant plus qu'elles sont plus formelles. Plus une écriture gothique est bien écrite, plus elle est difficile à lire. C'est quelque chose qui est conscient chez certains, au moins à l'époque, puisqu'il y a une célèbre lettre de Pétrarque, dont on fait le point de départ de l'invention de la minuscule humanistique, et donc de la redécouverte de l'écriture de l'époque carolingienne et suivante. Une lettre où Pétrarque dit « l'écriture de notre temps, c'est de la peinture, c'est pas de l'écriture, et c'est difficile à lire. » Et je regrette la belle écriture d'avant l'écriture qu'il appelle moderne, mais qui est l'écriture gothique, comme une écriture qui entrait d'elle-même dans les yeux. Donc il y a vraiment une notion de lisibilité extrêmement claire. Donc voici une écriture très formelle, voici un exemple un modèle de maître écrivain de la fin du Moyen-Âge qui s'amuse à n'utiliser que des mots composés de jambages. Il n'y a que des U, des M, des I et des N dans ce texte. Et ça, c'est un jeu que les maîtres écrivains continueront pendant des siècles, à produire exprès de l'illisible pour mettre en valeur la régularité de leur écriture. Donc là, voilà, on ne distingue absolument pas. Du point de vue des cursives, ça produit des effets d'autant plus dramatiques. Donc dans les cursives de la fin du Moyen-Âge, on a un enchaînement direct des jambages sous forme de plus en plus zigzagante, comme on a ici en haut. À partir du XIVe siècle, on a ces jambages liés comme ça. Et à mesure que ça accélère de plus en plus, on arrive fin XVe, début XVIe, à des déformations comme celles qu'on voit ici au bas, et où le scribe... Alors ça, ce sont des dessins que j'ai faits, ce sont des ordres d'idéal type de ce qui se passe, mais pour montrer comment, dans ce mot, ce qu'on maintient, c'est le minimum nécessaire pour arriver à le lire, en dehors des éléments de contexte, c'est-à-dire un trait qui monte au début, un trait qui descend à la fin, pour les M initiaux et finaux. Et puis, il y a écrit minimum, si vous vous posez la question, si vous ne l'avez pas encore lu.
et avec les points sur les i. Voilà, c'est une des utilités des points sur les i, c'est que ça permet de maintenir un peu de lisibilité. Et donc on a des écritures de ces types, extrêmement variées, aussi bien chez des non-experts que chez des experts. Et ça, encore une fois, les questions de compétences sont plus complexes qu'on l'imaginerait à première vue. Ici, on a quelqu'un qui a visiblement une éducation graphique élémentaire. Il écrit en particulier très gros, c'est caractéristique. Il a une façon de former certaines lettres qui le montre aussi. Mais quelqu'un qui écrit tous les jours pour ses affaires, c'est un gros laboureur des environs de Paris. Et en bas, vous avez l'écriture. Alors, il a apporté ça chez le notaire, c'est un contrat avec un autre laboureur. Et puis, le notaire s'est contenté d'ajouter la date et 2 petits paraphes, qui sont les paraphes des 2 notaires. Donc, vous voyez le contraste entre les écritures. Voici, alors, pour montrer un exemple plus tardif d'écriture non professionnelle, 18e siècle. Là, c'est l'inverse, c'est tout en zigzag. Une écriture en dents de scie. On croirait au début que ce n'est même pas de l'écriture, en fait, si on arrive à la lire, mais c'est du travail. Je passe donc sur ces non-professionnels pour me concentrer plutôt sur les écritures des professionnels, et en particulier celles qui sont les plus caractéristiques de ce point de vue, les greffiers de justice et autres personnels de justice, les sergents, les huissiers, et les notaires, qui sont connus, redoutés par les historiens pour leur écriture. Alors ici, c'est un registre de justice de 1529, parisien, qui est intéressant parce qu'on a conservé à la fois la minute et la mise au net. Ça, c'est la minute, donc le brouillon. Ça, c'est la mise au net. Si on n'a pas appris à lire ces écritures, on peut trouver celle-là au moins aussi difficile que l'autre, et peu importe. Ce qui est intéressant ici, c'est que, en passant de là à là, vous voyez que celui qui a mis au net a laissé en blanc 3 mots qu'il n'a pas réussi à lire. Donc même entre professionnels, à l'intérieur du même bureau, il a dû attendre que son collègue revienne de la pause café pour lui demander ce qu'il avait écrit. Voilà, il y a des trous comme ça. Il y a parfois aussi des greffiers qui retouchent leur propre écriture pour être sûr de pouvoir se relire. Ils font un grand trait horizontal et puis ils reviennent et ils rajoutent des jambages quand ils ont le temps, après que l'interrogatoire est terminé. Celle-ci aussi, je l'ai montrée la dernière fois, c'est pour illustrer le fait que l'écriture française, plus que toute autre, est portée à ce genre d'extrême. C'est une planche qui est la dernière de la série des planches d'écriture française du livre de Pierre Hamon, Alphabet de plusieurs sortes de lettres, 1566, et qui, contrairement à tous les autres livres de modèles d'écriture produits en Europe à la même époque, et aux époques suivantes, est le seul qui se termine par une écriture totalement informelle, dans laquelle il y a à la fois déformation de lettres, multiplication des abréviations. C'est pour montrer donc la limite de ce que la main d'un expert en écriture doit pouvoir atteindre, et en même temps la limite de ce qu'un expert en écriture doit pouvoir lire. Et donc c'est une écriture qui est à la fois extrêmement rapide et parfaitement contrôlée, parce que la forme des lettres est adaptée à la vitesse, mais ce n'est plus la forme commune. Voilà. Et donc dans l'affiliation de ces écritures d'experts très très cursives dès le XVe, surtout XVIe siècle, le summum est atteint dans le premier tiers du XVIIe siècle, avec ici une écriture d'un notaire, encore une fois, enfin non pas encore une fois, c'est la première qu'on voit, dans laquelle on voit que ces écritures sont devenues extrêmement liées, en même temps peu contrastées entre plein et délié, et formées essentiellement de petites boucles qui tournent toutes dans le même sens. Donc un petit geste qui va, contrairement aux aiguilles d'une montre, si vous voulez, sous l'effet de la vitesse, il y a une sorte d'uniformisation des lettres. Alors je vous mets la transcription. C'est du formulaire au début, à tous ceux, etc. Donc ça, on connaît ça par cœur. Pour l'exécution de laquelle il nous aurait requis, lui, délivré, etc. Donc ça, bon, les notaires de l'époque savaient le lire sans trop de difficultés, mais c'était en train de devenir extrêmement difficile pour le reste de la population, quand ils avaient affaire à ce genre de documents. Voici un tableau schématique de ce à quoi se réduisent un certain nombre de lettres, des ambiguïtés possibles dans l'écriture de l'époque. Quand vous avez une boucle, ça peut être un C, un E, un I, un R ou un T, etc. 2 boucles, ça peut faire ce que vous voyez derrière. 4 boucles, ça peut être un EES ou 4C, enfin ce que vous voulez. Et donc ça multiplie les ambiguïtés de détail. Telle lettre, telle forme peut-être. Il y a une forme qui peut représenter 4 ou 5 lettres différentes parfois dans le même texte. Et voilà, la fin de l'histoire, pratiquement, dans
le développement de la cursivité, c'est l'écriture des interrogatoires du Parlement criminel dans les années 1640. Ça va très très vite, ça va à la vitesse de l'interrogatoire. Et on a posé la question la dernière fois, et on peut se la poser, est-ce que c'est fait exprès que ce soit si illisible, hein? Et certains ont suggéré, je l'ai mentionné déjà, qu'effectivement il pourrait y avoir une volonté de discrétion sur ce qui se passe dans les interrogatoires au Parlement criminel, notamment dans des affaires politiques, affaires religieuses, etc. Et donc là, c'est le moment où le Parlement même choisit de mettre le holà, hein, en convoquant les maîtres parisiens et en leur disant il faut changer les modèles d'écriture parce qu'on ne dit plus rien. Et en particulier, ça c'est à nouveau voilà, une autre mention explicite d'illisibilité, le Parlement dit explicitement des lettres qui devraient être différentes sont semblables. Et donc, à partir de là, l'histoire que j'ai racontée la dernière fois sur Barbe d'Or et les autres, et la mise en place donc, de nouveaux modèles pour l'écriture française. Là encore, simplement un coup d'œil à l'étranger pour montrer comment ce n'est pas uniquement limité à la France, ce genre de problème. Ça se trouve aussi très abondamment en Espagne, ici des textes du début du XVIIe siècle, pour lesquels les paléographes espagnols ont toute une typologie et une nomenclature. Et ce sont des écritures qui, en Espagne aussi, ont fait l'objet d'interdictions. Voilà, il y a des mesures législatives pour mettre fin à ce genre d'écriture. Et effectivement, à partir du XVIIe, les choses basculent, ça disparaît, et l'écriture des professionnels rentre, disons, dans le giron des écritures plus communes. Alors, simplement, oui, un autre développement dans une toute autre direction, c'est à partir de la naissance de l'imprimerie, disons, et à partir du développement du métier de maître écrivain, on a de nouveaux développements dans ce qu'on peut vraiment désormais appeler une calligraphie, hein, avec des écritures où la forme tente à l'emporter sur le contenu, hein, des écritures conçues comme des objets artistiques, et simplement quelques exemples. Donc ici, Giovanni Antonio Tagliente, hein, à Venise dans les années 1520, qui est vraisemblablement inspiré par des modèles de calligraphie byzantine, hein, par des monocondyles byzantins, comme il en existe depuis le Xe siècle. Et ce type d'écriture donc, a toute une postérité aussi, dans des formes assez variées. Dans la fin du XVIe siècle, Francesco Alunno, hein, une écriture qui, encore une fois, est un objet visuel plus que textuel. Ça, je l'ai rajouté à l'instant pour faire plaisir à Judith, c'est de la micrographie latine, il en existe peu, hein, et c'est clairement inspiré par des modèles d'écriture hébraïque. Ça se pratique surtout en Allemagne, d'ailleurs. Hein, ici, c'est pas allemand, mais voilà. Et enfin, dans ce dernier exemple d'un maître écrivain français, Sébastien Royer, en 1764, on voit une écriture à peu près illisible, mais qui n'est plus censée être une vraie écriture, qui est d'abord un exercice, qui est une démonstration de virtuosité de la part du maître, mais qui est aussi un exercice de souplesse de la main. Hein, c'est le genre d'écriture qu'on vous fait pratiquer pour assouplir la main, pour ensuite faire des écritures normales. Et donc c'est à nouveau, ce qu'on peut noter pour rapprocher ça de Pierre Ramon, c'est qu'à la fois très fluide et très abrégé, hein, que l'abréviation en même temps est utilisée comme un élément d'ornementation de l'écriture. On peut trouver ça beau ou pas, hein, mais il y a là une ambition esthétique. Voilà, un peu en détail. Voilà. Sur ce, est-ce que j'ai encore 5 minutes pour les souscriptions ou des signatures, etc. Bon, rapidement. On repart de Dagobert et de ce qu'on a dit sur les souscriptions qui sont traitées graphiquement de la même manière que la première ligne. Ici, on a la souscription Dagobertus Rex subscripsit, hein, donc une vraie souscription, félicitaire Amen, donc une apprécation également stylisée, et au bas d'un acte mérovingien, des souscriptions qui montrent à quel point les laïcs, comme les clercs de l'époque, étaient capables de souscrire de leurs propres mains, et dans des formes très, très travaillées, hein, particulièrement tourmentées, mais volontairement. C'est pas du tout de la maladresse, et beaucoup de l'ensemble de ces souscriptions sont suivies de ce qui peut apparaître comme un gribouillage, mais qui est le mot subscripti, extrêmement stylisé. On en a la suite dans les actes carolingiens, dans une forme là aussi plus clarifiée, disons, mais même encore au milieu du Xe siècle, on trouve des souscriptions, alors c'est rare, hein, mais ici, visiblement, on a la souscription du scripteur même de l'acte qui s'appelle Gisebertus, sauf erreur,
et qui, visiblement, lui, a vu des actes mérovingiens et essaie de faire quelque chose dans le goût mérovingien, même si dans le détail, ce n'est absolument plus la forme correcte. Aussi bien lui que Gerfrédus, aussi bien le scribe donc, que l'archevêque de Besançon qui est au-dessus, plus sobrement, il reste dans la même tradition, donc là encore, milieu du Xe siècle. Alors là aussi, toute la période postérieure au Moyen-Âge est caractérisée plutôt alors, par l'utilisation d'autres signes de validation, le sceau, et puis quand l'écriture du nom réapparaît, ou se développe à nouveau comme signe de validation, c'est un nom plutôt clairement écrit et suivi d'un motif figuré ou symbolique, plus ou moins concret ou abstrait. Et ce n'est que peu à peu que cela évolue vers une composition qui est constituée d'abord du nom et d'un paraphe ornemental, dont on a parlé tout à l'heure, et que petit à petit, la fonction du nom et la fonction du paraphe finissent par se mêler, et c'est le nom lui-même qui, dans son illisibilité, finit par devenir la marque individuelle. Mais au départ, pratiquement jusqu'au XVIe, XVIIe siècle, on a le nom assez clairement écrit, et puis un paraphe qui suit. En même temps, on a toute une typologie sociale de signature. Ici, c'est un pacte entre les chefs protestants en 1581. Les grands seigneurs sont en haut, les gens moins importants en bas. Et la forme même, alors aussi bien la disposition spatiale que la forme des écritures, traduit le rang social de ceux qui signent. Et vous notez parmi ces signatures des choses qui sont absolument dans la droite ligne de ce qu'on a vu dans des actes carolingiens. Il y a des gens là qui devaient avoir des actes carolingiens dans leurs archives et qui s'en inspiraient. Et puis il y a une tradition. Mais une tradition réinventée, qui n'a pas existé entre-temps. Et donc, dans ces écritures nobiliaires en particulier, dans ces signatures nobiliaires, on a la combinaison de cet allongement stylistique et de la cursivité, qui produit des résultats comme ceux que vous voyez ici au XVIIe siècle, typiquement des signatures nobiliaires, et des signatures qui sont donc souvent difficiles à lire, où il faut aller chercher les détails pour identifier les lettres. Ici, un monsieur qui s'appelle Laferté. Et donc, jusque dans les manuels d'écriture du XVIIe, XVIIIe siècle, il y a quelques manuels où on donne des planches entières de paraphes. Donc, c'est le paraphe en tant que signe rapidement tracé et inimitable qui est la marque individuelle, et qui finit, je dis, par se confondre avec le nom lui-même. Bon, ici, des signatures de maîtres écrivains, chacun avec son paraphe différencié. Et voilà, je voulais terminer là-dessus. Là, on a, il me semble, quelque chose qui résume assez bien un certain nombre de choses qu'on a abordées. Je pense que tout le monde l'a reconnu. L'écriture comme paraphe, le nom illisible et reconnaissable, la marque d'individualité, le désir de se grandir et d'humilier le lecteur, n'est pas exclu dans le cas qu'on a ici. Et je pense qu'ici, la graphologie et la paléographie se rejoignent d'une manière inhabituelle. Voilà, merci.